Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil sur la chaîne Twitch TD Actu. Nitinia Simyong, très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à 17h30 et ce jusqu'à 19h pour votre avant-match de la semaine et donc de cette 13e semaine de NFL et en ce week-end un peu particulier, enfin semaine particulière, on va dire plutôt, puisqu'il y a eu des matchs, en tout cas avant le fauteuil, donc pendant cette période qu'on appelle Thanksgiving, voilà, qu'on fête en Amérique et surtout aux États-Unis, parce qu'au Canada, ça existe, mais c'est une autre date, hein, c'est aux alentours de octobre. Mais voilà, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous donc dans le fauteuil. Donc pour votre avant-match et ce jusqu'à 19h, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à en parler. Il y a au programme notamment le débrief des matchs de Thanksgiving. On a aussi notamment le thème de la semaine qui sera consacré au retour vers le futur, version New York Giants. Donc c'est un hors-série, on va dire, dans ce fauteuil. Il y aura d'autres équipes dont on parlera dans d'autres fauteuils, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques années. On verra, on se fera bercer par l'actualité. Les paris en ligne avec notre partenaire de paris en ligne, Unibet, ici, qui sponsorise également cette émission et avec qui on a la chance de présenter avec donc Unibet le fauteuil. Il y a également la présentation de l'avant-match et également le quiz avec des cadeaux à gagner. Je vous dis bonjour à tous également dans le chat, mais d'abord je dis bonjour à Camille à la technique qui est à mes côtés. Salut Camille. Salut à tous. Camille, sans qui cette émission ne serait pas, évidemment, hein. Et Camille qui sera peut-être avec nous dans quelques jours. En tout cas, je vais vous annoncer en fin d'émission dans quelques jours parce qu'il y a un événement qui va se passer sur cette même chaîne. TD Actu, je vous spoil pas tout de suite, on verra ça après. Et je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous dans le chat. Bon, là, il fait un peu froid dehors, hein. Hier soir, notamment, c'était 2 degrés dehors. Il fait vraiment frisqué. Donc, bonjour à Romanitou62, bonjour à Caribert2, bonjour à Coenzel. Bonjour à Gigi Tweet, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Alicia Mad, bonjour à Goldrod Backstrips. Également, voilà, pour cette émission, donc le fauteuil. On a beaucoup de choses, en tout cas, à dire voilà, durant cette émission, notamment les débriefs des 4 matchs donc, de Thanksgiving. J'espère que vous avez pris du plaisir à les regarder. Pour certains, peut-être, pour certains, un peu moins. Bon, voilà, on va les débriefer en tout cas avec Kevin Renaudet qui sera à mes côtés pour ces 4 matchs, mais également pour le thème de la semaine qui, je vous rappelle, est un peu le retour vers le futur. On va faire une spéciale New York Giants pour cette semaine. Il y aura sans doute d'autres équipes à venir dans les semaines suivantes. On va se laisser un peu guider par l'actualité. Donc, on va passer tout d'abord, avant ce programme, à l'actu de la semaine et on va commencer par la première actu du jour. C'est Matt Eberflus, l'entraîneur des Chicago Bears, limogé par les Chicago Bears. Donc, Matt Eberflus, voilà, qui n'est plus l'entraîneur des Bears. C'était attendu. C'était attendu en fin de saison et là, c'est passé finalement plus tôt que prévu. On reviendra sur le match avec Kevin des Bears face aux Lions de Détroit. Après cette défaite, c'est pas vraiment que cette défaite qui condamne Matt Eberflus, c'est vraiment sa gestion des matchs. On sent qu'il est parfois un peu perdu aussi dans la gestion des hommes. Le Hard Knocks, peut-être, lors de l'intersaison, lui a peut-être aussi un peu desservi. Donc, ce n'est que logique que Matt Eberflus soit limogé. Il y avait Shane Waldron qui avait également quitté son poste de coordinateur offensif. Et donc, Matt Eberflus, qui est le 3e
entraîneur viré après donc Robert Saleh du côté des Jets de New York et également Denis Allen du côté des Saints. Et là, ce qui va être drôle, c'est que c'est Thomas Brown, le coordinateur offensif, qui va prendre la charge donc d'entraîneur principal. Donc lui, c'est quand même incroyable parce qu'il passe de coordinateur du jeu de passe à coordinateur offensif et puis ensuite entraîneur. Et tout ça en 2 semaines. Donc ça, c'est assez génial, moi, je trouve. Donc honnêtement, c'est vraiment prodigieux à ce moment-là. Dans quelle sauce le Hard Knocks l'aurait desservi? En fait, ça a exposé voilà, comment il fonctionnait dans le mode de management. Voilà, les fans des Bears et même les fans des autres équipes, comment on voit Matt Eberflus et sa gestion de Caleb Williams et du groupe. Voilà, c'est un peu voilà, dans cette optique-là que je trouve qu'il a été desservi. Après, il faut dire que son bilan est pas bon. 14 victoires, 32 défaites, c'est vraiment un bilan pas très bon. Donc, Matt Eberflus, en plus, il rentre dans l'histoire, comme c'est marqué dans l'article. C'est le premier entraîneur à être viré en cours de saison par la franchise. Donc, ça reste un exploit aussi, surtout par les Bears, dans cette saison un peu moribonde de 4 victoires, 8 défaites pour les Bears. Mais on reviendra avec Kevin Renaudet lors du résumé face aux Lions de Détroit. Et puis pour le succéder, pour terminer sur Matt Eberflus, on pense à Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions. J'ai vu aussi des noms comme Joe Brady, le coordinateur offensif des Bills, ou encore Zach Robinson, le coordinateur offensif des Falcons. Bon, voilà, c'est bien d'avoir un entraîneur offensif, mais est-ce que ces trois entraîneurs sont capables de tenir un groupe? Ça, c'est autre chose. Donc on espère pour les Bears qu'on va repartir voilà, sur une nouvelle ère avec donc Caleb Williams et une attaque qui a fière allure parce que voilà, il y a quand même de bons éléments, peut-être à reconstruire la ligne offensive, mais sinon, par exemple, la défense, qui était le domaine de Matt Eberflus, s'est améliorée. Est-ce qu'elle va régresser avec le nouvel entraîneur? Peut-être. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur limogeage de Matt Eberflus. On va passer à une autre nouvelle, cette fois-ci un peu plus positive, on va dire. C'est la prolongation de James Conner pour les Cardinals d'Arizona. Voilà, les Cardinals récompensent James Conner. Oui, c'est un joueur qu'on a cité parmi les joueurs sous-cotés avec Kevin Renaudet il y a quelques semaines. James Conner prolonge son contrat avec Cardinals, 2 ans de plus, 9 millions la saison. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça reste un montant très honorable, surtout pour les Cardinals, voilà, qui ont un coureur numéro un, voilà, clairement. Et je pense qu'ils ont vu peut-être sur le futur marché des running backs qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un de meilleur que James Conner, surtout qu'ils viennent de drafter en 2024 Trey Benson. Donc clairement, c'est une bonne prolongation, ça coûte pas trop d'argent aux Cardinals et il fait le travail pour le montant qu'on lui donne. Donc c'est vraiment très bien, plus de 700 yards, également 5 touchdowns. Donc James Conner mérite cette prolongation de contrat et ce n'est qu'une bonne nouvelle pour des Cardinals euh, qui, qui tout de même dans la division commence à être un peu on va dire l'épouvantail de cette division NFC West, dans une division mais vraiment très très serrée, comme marqué dans l'article. Donc il est très loin, voilà, des Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, voire Saquon Barkley, mais il est au même niveau qu'à David Montgomery du côté des Lions ou Derrick Henry carrément, qui a 9 millions par an du côté des Ravens de Baltimore, alors que c'est l'un des meilleurs coureurs au nombre de yards à la course cette saison. Et je remercie Fabien Aubard d'avoir pris un abonnement de niveau 1, 15e mois d'abonnement, et on l'en remercie. On va passer donc à notre actualité. On va passer au jour de match. Camille, si tu veux bien, l'article donc du jour de match avant les matchs de 19h
notamment. Donc, parmi les news, il y a Andrew Luck qui revient, mais plutôt au college football, pas en NFL. Malheureusement, il viendra en tant que manager général de Stanford. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, manager général d'une université. Personnellement, moi, je connais des directeurs athlétiques de football, je connais des entraîneurs, je connais des coordinateurs offensifs, mais je ne connais pas vraiment ce que ça veut dire manager général. Alors, c'est marqué qu'il va gérer le staff, les joueurs, le recrutement, le sponsoring, etc. Bon, ça reste un rôle où il va tout faire, où il aura beaucoup de responsabilités, mais à quel but? Voilà, après Stanford, voilà, les Cardinals, c'est pas forcément la meilleure université, notamment dans leur conférence qui est l'ACC. Donc, le but, c'est d'améliorer cette université. Après, Stanford, c'est quand même une université qui a sorti Andrew Luck, justement, quarterback numéro 1, choisi par les Colts. Il y a également Christian McCaffrey, qui sort aussi de cette université, le running back. Donc, c'est une université qui produit des bons joueurs NFL, mais après, là, ces derniers temps, c'était pas tellement ça. On va dire côté Stanford, même si peut-être à la prochaine draft, il y a un receveur voilà, qui est à surveiller de ce côté-là, peut-être au niveau du deuxième, troisième tour. Voilà, ça, c'est ma petite parenthèse NCAA. Mais voilà, entre là qui est de retour tout près d'un ballon de football américain, ça me fait plaisir déjà personnellement et je pense que ça fera plaisir aux gens un peu nostalgiques d'Andrew Luck à l'époque des Colts. Maintenant, on va retourner dans le terrain NFL avec les Jaguars qui annoncent le retour de Trevor Lawrence. Voilà, il va jouer pour affronter les Texans de Houston dans un duel de division. Voilà, en espérant qu'il a bien récupéré, qu'il va peut-être sortir Doug Pederson déjà de son marasme, mais aussi les Jaguars du marasme, parce que les Jaguars ont un bilan très négatif, 2 victoires, 9 défaites, en espérant que la semaine de repos a été bénéfique pour les Jaguars. Merci à Tortotor de s'être abonné avec Prime et également les Rafio qui s'est abonné avec Prime, 4e mois d'abonnement et on les en remercie. Du côté des blessures, Brock Purdy, le quarterback 49ers devrait jouer. Malgré tout, les 49ers vont être encore privés de Nick Bosa et de Trent Williams pour jouer ce match face aux Bills de Buffalo. Le choc de cette semaine numéro 13. Il y a également Matt Milano qui fait son tour en face du côté des Bills de Buffalo. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir un capitaine d'équipe, même si en son absence, la paire Terrell Bernard et Dorian Williams s'est bien débrouillé. On a également 2 mauvaises nouvelles pour les Giants et pour les Lions. On en parlera tout à l'heure. Les blessures de longue durée de Dexter Lawrence et de Malcolm Rodriguez. Voilà, ça c'est pour les blessures longue durée. Pour ce qui est des disponibilités et indisponibilités de ce week-end, on a les Falcons qui vont récupérer leurs armes, Drake London, Darnell Mooney et Young Koo, le kicker, qui devrait jouer. Brian Robinson devrait jouer également le running back pour les Commanders. Et puis, quelques mauvaises nouvelles également pour des absences longue durée. J.K. Dobbins, le running back des Chargers, est sur la liste des blessés. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir beaucoup de notifications fantasy avec Gus Edwards qui a été récupéré sur quasiment toutes mes ligues et j'espère aussi pour vous aussi. Et puis, il y a également Austin Eckler absent, également Jordan Whitehead, le safety des Buccaneers, absent pour une longue durée. Donc voilà pour la liste des blessés. Et puis une transaction avant de dire, oui, c'est vrai, j'ai écrit une olive, vous savez, qui commence sur M6 Plus ce soir. J'ai complètement zappé de dire le match déjà sur M6 Plus et qui commande, je vais le dire après. Les Commanders qui ont coupé Emmanuel Forbes après une première saison assez catastrophique lors de sa saison rookie. Le cornerback a été coupé par les Commanders. Il faut dire qu'il y a un nouveau régime du côté des Commanders depuis cette saison et que donc il ne convenait plus trop dans le dispositif de Dan Quinn. Il a disputé seulement 7 matchs en 2 ans. Il a déjà été blessé et il a manqué de niveau également pour les Commanders. Donc ce n'est que logique qu'il soit coupé du côté des Commanders et donc charge à une autre équipe de le récupérer dès lundi prochain
pour solidifier, pour donner de la profondeur au poste de cornerback. Donc, après cette actualité, donc, je rappelle qu'après cette émission, le fauteuil, vous pouvez retrouver le match entre les Chargers et les Falcons, donc d'Atlanta, et ce sera commenté par Alain Mattei et Raphaël Masmejean, donc, et ce sera sur M6+. Voilà, donc ça va être un match entre l'attaque aérienne d'Atlanta et l'attaque au sol des Chargers de Los Angeles. En plus, J.K. Dobbins est absent, donc c'est l'occasion peut-être de voir Gesset Wars empiler les yards et peut-être les touchdowns. Voilà donc pour l'actualité de la semaine et ce qui s'est passé en NFL durant cette semaine. Ce qui s'est passé également, bah, ce sont les matchs de Thanksgiving. On va en débriefer quatre avant notre thème de la semaine et je vais accueillir Kevin Renaudet, s'il est là, Kevin, à mes côtés. Et oui, il est là. Oh, il a un joli t-shirt. Il a un joli t-shirt, ça fait plaisir. Ah ouais, bah, tu me fais plaisir, Kevin, pour respecter le thème de la semaine qu'on rappelle qui sera consacré aux New York Giants pour ce retour vers le futur. Kevin, bonjour, comment tu vas? Salut Nitinia, bah écoute, ça va super bien, tu vois, j'ai revêti mon costume de General Manager de Giants pour notre thème tout à l'heure. Ah bah oui, c'est ça, exactement le thème, hein, je rappelle, de la semaine, hein, Retour vers le futur, donc spécial New York Giants, ça fait plaisir. Kevin, t'as- est-ce que tu as regardé les quatre matchs de Thanksgiving avant le fauteuil? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un emploi du temps allégé en ce moment, donc je me suis fait plaisir cette semaine. Alors, tu t'es fait plaisir cette semaine, et est-ce que pour autant sur le terrain on s'est fait plaisir? Eh ben, c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble. On va commencer par le premier match, si tu le veux bien, Kevin, avec ce match au Ford Field entre les Lions de Détroit et les Bears de Chicago. Victoire des Lions 23-20. Chicago sombre dans le n'importe quoi, voire dans le grand n'importe quoi. On refait la fin de match, Kevin, avec cette possession pour les Chicago Bears. Les Chicago Bears sont à 3 points des Lions. Ils ont la possibilité d'égaliser sur un field goal. Malheureusement, Caleb Williams ne trouve pas Romeo Odunze, mais ils n'ont pas le temps de se replacer pour la quatrième tentative parce que le chrono s'est déjà écoulé. 0, 0, 0, 0 comme le nombre de victoires des Chicago Bears et un bilan de 4 victoires, 8 défaites et 7 défaites, 23-20. Est-ce que les Bears perdent le match là-dessus, vraiment sur la mauvaise gestion de Matt Eberflus, ou alors ils le perdent bien avant, notamment en première période où ils sont menés 16-0? Oui, bah comme tu l'as dit, il y a deux choses. Il y a la première mi-temps qui est catastrophique, solde par un 16-0. C'est une première chose et première difficulté finalement pour essayer de remporter ce match. Ils reviennent bien en deuxième mi-temps et puis voilà, il y a cette décision incompréhensible de Matt Eberflus. Personne n'a encore compris ce qui s'est passé. Voilà, je pense que je mets ma grand-mère sur Madden à ça qu'il faut prendre un temps mort pour sauver les secondes qui restent pour essayer de au moins sauver la prolongation. C'est incompréhensible et encore plus incompréhensible, c'est sa déclaration en conférence de presse Mm. où il a complètement réfuté l'idée pouvait plus faire une erreur. Donc, assez Voilà, incompréhensible ce qui donc s'est passé. voilà, bah, en fait, cette déclaration, ça a sonné un peu comme un désaveu, hein, limite, hein. On se disait qu'il savait déjà, limite, après le match, qui Ryan Pauls, le manager général, l'a appelé. Et, euh, et sans doute, il lui a dit, bah non, t'es plus là. Après ce voyage, bah, tu prends pas le même avion que nous. Tu rentres chez toi et nous, on va trouver un autre entraîneur. Clairement, donc les Bears de Chicago, pourtant, Kevin, à part cette mauvaise gestion du chrono et à part cette première période, mais assez catastrophique, ils ont fait une seconde période pourtant de bonne facture. Caleb Williams, 20 sur 39, 256 yards, 3 touchdowns. DJ Moore et Keenan Allen aussi en pleine forme, notamment Keenan Allen sur les deux touchdowns. Ça reste quand même un bon match de l'attaque de Chicago malgré tout. Ouais, bah, en fait, comme depuis le début de la saison, il y a des éclairs intéressants avec cette équipe des Bears et à raison, puisqu'il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe. C'est un gâchis aujourd'hui de les voir à 4-8. Mais oui, dans ce match-là, il y a eu des belles choses. On sent que Caleb Williams, il peut encore se passer quelque chose, qu'il se passe des choses intéressantes. Et puis, mais malheureusement, voilà, il y a ces petites prises de décision qui manquent, ces petites choses qui font que bah, on bascule souvent du côté de la défaite.
Et ouais, on bascule souvent du côté de la défaite. Bon, il y a ce sac qui prend en deuxième tentative notamment et qui fait couler le chrono et qui donc conduit à cette mauvaise gestion de Matt Eberflus. On a aussi une défense qui a été à peu près correcte du côté de Chicago, bah, sauf en première mi-temps. On a vu notamment un Garvin Dexter qui était très très bon une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, cette défense a été meilleure en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Ouais, ouais, bah, ça a été vraiment difficile. Bon, les Lions, quand même, une équipe très difficile à manier offensivement. On l'a vu en première période où ça a explosé dans tous les sens. On retrouvait finalement les Lions très puissants que personne ne peut arrêter. Voilà, la deuxième mi-temps, clairement, les Bears ont montré qu'ils pouvaient avoir du répondant. Mais voilà, c'est compliqué. Il y a quand même énormément d'armes dans cette équipe des Lions. Et ouais, à la fin, il manque 3 points. Voilà, il manque 3 points, d'autant plus que bah voilà, on n'a jamais donné la chance à Cairo Santos qui n'a même pas tenté de field goal finalement dans le match. Donc c'est dommage pour les Bears. Alors du côté des Lions, ils ont peut-être gagné. Ils ont peut-être un bilan de 11 victoires, une défaite. Voilà, c'est le meilleur bilan NFL hein, avec les Chiefs dont on parlera tout à l'heure. Mais moi j'ai un problème, et je pense que c'est peut-être le tien aussi. Ils ont peut-être gagné, mais alors pour convaincre sur 60 minutes, c'était compliqué, hein. Il y a une première mi-temps, mais quasiment parfaite. Les Lions, voilà, ils inventent des jeux incroyables. Un Penei Sewell notamment qui porte la balle. Enfin bref, voilà, qui fait même une passe ou alors il se fait saquer même. Mais après le fumble de Jahmyr Gibbs, il n'y a plus rien. Et le touchdown de la Porta, il n'y a plus rien. Comment tu l'expliques ça? Ouais, bah c'est une tendance qu'on voit quand même assez régulièrement. Chaque année, il y a une équipe qui commence très fort, qui est extraordinaire. Et puis, plus la saison avance, plus ça commence à être compliqué. Alors, est-ce que les Lions s'en vont vers cette tendance? C'est tôt pour le dire. Mais oui, il y a un avant et un après fumble de Jahmyr Gibbs. Et, euh, et finalement, ben, c'est difficile de voir ce qui s'est réellement passé. Bon, les Bears ont aussi monté en pression. Ils sentaient que le match pouvait tourner là-dessus. Donc voilà, c'est aussi le jeu des matchs NFL et des momentum qui se créent ou qui se défont. Là, il s'est créé en faveur des Bears et les Bears en ont profité. Les Lions n'ont pas su répondre et ont même frisé la correctionnelle. Ouais, de frise correctionnelle. Et ce qui frise pas, bah, c'est le nombre de joueurs qui vont à l'infirmerie, parce que là, il y a de nouveau d'autres joueurs qui sont partis à l'infirmerie. Bah, Malcolm Rodriguez, je l'ai cité tout à l'heure, mais aussi Josh Pascal, en plus de Aidan Hutchinson. Voilà, c'est surtout la défense qui est touchée par ces blessures. Bon, certains disaient, même c'était un débat au sein de la rédaction, que peut-être que c'est une équipe qu'on voit très beau trop tôt, mais lorsque les échéances, on va dire, importantes vont arriver, est-ce que tu penses que les Lions vont craquer, ou est-ce que tu penses que voilà, ils vont quand même récupérer leurs éléments forts et aller au moins jusqu'au Super Bowl et gagner la conférence nationale? Comment tu vois la suite finalement pour les Lions? Bah, il y a quand même de la place dans cette NFC. Voilà, il y a les Eagles derrière et puis finalement pas grand-chose avec l'absence des Niners. Donc voilà, même si ils récupèrent pas tout le monde tout de suite, il y a quand même un, un, un- un horizon dégagé, j'ai envie de dire, dans cette NFC pour au moins aller en finale de conférence. Bon, c'est sûr qu'ils aimeraient beaucoup récupérer un Aidan Hutchinson, ce qui n'arrivera évidemment pas vu la grave blessure. Les autres, c'est peut-être des blessures un peu moins handicapantes sur le potentiel de cette équipe. Mais ouais, comme je le dis, il y a quand même un horizon dégagé jusqu'à la finale de conférence, selon moi. Bon, après, ça reste une attaque qui était très équilibrée. 34 passes, 33 courses. Ils ont quand même fait le travail à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je pense que non. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, en tout cas, sur ce point-là. Ouais, en tout cas, pas trop s'inquiéter. Alors, dernier fun fact, on va dire, du côté de Chicago. Donc, Matt Eberflus vient d'être limogé. Donc, ça, je viens d'en parler. Figure-toi que les anciens entraîneurs des Bears, c'était aussi le même destin. C'est-à-dire que Mitch Trubisky sélectionné en 2017, John Fox a été viré après la première saison de Trubisky, Justin Fields sélectionné en 2021, Matt Nagy viré au bout de la saison 2021, et là, Caleb Williams sélectionné en 2024, et bah, Matt Eberflus viré au cours de saison 2024. C'est là un peu la différence, vu que c'était la première fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que les Bears ont
virer un coach en pleine saison. Kevin, on passe au deuxième match. Bon, ce deuxième match, c'était pas forcément le meilleur match qu'il fallait suivre de la saison déjà, mais aussi de cette période de Thanksgiving. Ce match opposait les Cowboys de Dallas aux Giants de New York. Victoire des Cowboys 27-20. J'ai eu la chance de suivre ce match et de le résumer pour touchdownactu.com. Bon, il faut dire que par moment, j'avais envie de faire la sieste. Donc, clairement, regardez juste les highlights, voir le format de 40 minutes, ça devrait suffire. Voilà, donc New York avalé par Dallas. On sent que ce sont deux équipes en manque de confiance. Même Dallas gagne, mais ce n'était pas forcément très convaincant, à défaut d'être intéressant. Non, les Cowboys qu'on attendait quand même un petit peu mieux. Là, il y avait une belle opportunité pour eux de se relancer. Et puis bon, ça gagne. L'histoire retiendra la victoire. Leur bilan s'améliore. Ils n'ont pas totalement abandonné l'espoir des playoffs, mais voilà, il y avait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Cooper Rush, on l'a senti un peu moins bon aussi que ces dernières semaines. Et ouais, c'est- j'ai envie de dire Cooper Rush. Ouais, j'ai alors envie de Cooper dire qu'il Rush, pardon, fallait être excuse-moi. un. Hop, vas-y. Ouais, alors Cooper Rush, il n'était pas forcément inintéressant après. 21 sur 36, 195 yards, un touchdown. C'est pas sa pire prestation, on va dire. Non, c'est pas sa pire prestation, mais voilà, sur ses deux, trois premières apparitions, il nous avait habitué à dépasser Hmm. allègrement les 200 yards, à bien trouver CeeDee Lamb, dont j'imagine on reparlera aussi au niveau de sa prestation, mais voilà, c'était pas non plus un immense Cooper Rush par rapport à ce qu'on avait vu et par rapport aussi à cette opposition des Giants qui pouvait potentiellement lui laisser plus de place. Bon, en tout cas, ce qui est satisfaisant, c'est qu'ils ont peut-être trouvé un coureur numéro un, Rico Dowdle, 22 courses, 112 yards, un touchdown, mais ils ont peut-être aussi trouvé enfin une nouvelle défense parce que Micah Parsons est de retour à son meilleur niveau. Il met quand même 6 pressions rien qu'à lui seul à Drew Lock, le quarterback des Giants. Et puis, il y a également DeMarvion Overshown qui met un touchdown. Donc, cette défense est-elle de retour? Ouais, bah, il y a des joueurs vraiment intéressants, tu l'as dit, Overshawn qui a fait de belles choses et qu'on voit de plus en plus chaque semaine. Même, je trouve Eric Kendricks, la recrue de l'intersaison, qui montre des choses Mhm. intéressantes et qui semble monter en puissance. Le retour de Darren Bland aussi fait beaucoup de bien au niveau des cornerbacks. Donc oui, on le savait, cette défense des Cowboys pouvait être intéressante en début de saison. Elle n'a pas été aidée par les blessures. Voilà, mais le retour en forme de Micah Parsons, évidemment, est un point énorme pour eux. Ouais, ça change tout. 10 plaquages, un sac, un fumble pour Eric Kendricks. Eric Kendricks, c'est lui notamment qui lance la seconde mi-temps du côté des Cowboys et qui bonifie, on va dire, le succès de cette équipe. En face, on va en parler dans le thème de la semaine. On va pas passer beaucoup de temps dessus, mais tout de même, pour ceux qui nous écoutent, notamment dans le podcast le lendemain. Drew Lock, 21 sur 32, 178 yards, une interception. Il a quand même mis un touchdown dans la course. C'est même le meilleur coureur de son équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Intéressant. Est-ce qu'il va continuer en tant que doublure? Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, bon, je trouve que les stats sont un peu flatteuses parce il a dû accélérer en fin de match, mais il a été longtemps bloqué à 50-60 yards, quasiment jusqu'au début du quatrième quart-temps, avant de finalement accélérer et avoir une fiche de stats quand même un peu plus flatteuse. Mais voilà, je trouve que finalement, on se rend compte que Daniel Jones était peut-être le moins pire des quarterbacks de cette équipe. Voilà, on aura testé les trois. Est-ce que Drew Lock apporte plus de choses? Je pense pas. Mais bon, je serais pas surpris qu'il Ouais, redevienne la doublure de DeVito la semaine prochaine. En tout, ouais, ouais, peut-être, pourquoi pas, ouais, de redevenir la doublure de Detroit. Il fait quand même aussi un fumble perdu, ce qui est fatal parce que finalement, ils n'étaient pas très loin, les Giants, quand même, à 10-13 à la mi-temps, et finalement, le score est à 27-20 à la fin avec un touchdown à la fin, bon, qui est anecdotique, justement, de Drew Lock. Mais ce qui est quand même assez étonnant, et pour t'en là-dessus et sur cette rencontre, c'est cette défense de New York. Aucun sac, alors que c'était la meilleure équipe il y a quelques semaines au nombre de sacs. Et on a Dexter Lawrence qui peut être absent jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Pourquoi cette défense est devenue complètement stérile d'un coup? ouais, c'est vraiment surprenant. C'était quand même la satisfaction du début de saison de leur côté, ce pass rush quand même très, très intéressant, qui les a maintenus dans certains matchs et qui leur a même fait gagner deux. Bon, il y a Tyler Nubin qui, lui, sort le match de sa carrière face aux Ouais, il Cowboys, était bon. Très très bon. mais, Mhm. mais à part ça, effectivement, ils sont plutôt passés au travers.
Est-ce que ça déconnecte aussi un peu dans la tête avec seulement 2 victoires en 12 matchs? Ça se peut aussi, voilà. C'est sûr que si Dexter Lawrence en plus ne revient pas, on peut oublier les performances de cette défense des Giants. Ouais, surtout que les Cowboys étaient l'avant-dernière attaque au sol avant ce match, et ben là, ils les ont fait passer pour la meilleure. Donc, c'est typiquement voilà, mythique. Enfin, comme on dit, so Giants, voilà, dans l'expression. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette rencontre entre les Cowboys et les Giants. On va passer au match de jeudi soir hein, aux États-Unis, le match de la nuit de jeudi-vendredi. Voilà, c'est marqué. Il est trop rapide, Camille, hein, pour moi. Les Packers qui recevaient les Dolphins, victoire des Packers 30-17. Miami cueilli à froid. Il faut dire que lors du début de match, il faisait 4 degrés. Voilà, du côté du Lambeau Field. Et ça, c'est vérifié, cette théorie. Miami n'aime pas voyager dans le froid, Kevin. Ouais, on peut se demander hein, si c'est équitable d'envoyer des Floridiens jouer par des températures si froides. Mais, euh, mais oui, c'est compliqué toujours pour ces Dolphins et pour tout Tagovailoa de performer dans les grands froids. Les Packers, eux, sont très à l'aise, ils l'ont montré. Un jeu au sol toujours aussi percutant et les Dolphins qui n'ont pas pu répondre avec un match qui a quand même été à sens unique tout le long, finalement. Ouais, qui a été à sens unique. Il y avait 24-3 à la mi-temps, 27-3 ensuite, et puis après, le match était quasiment plié. Bon, on sait, c'est pas leur truc, voilà, le froid, mais tout de même, je vais réinsister sur les Dolphins. Alors, toi, Tagovailoa a fait un match à 37 sur 46, 365 yards, 2 touchdowns. Et alors là, le jeu au sol. J'ai l'impression que Mike McDaniel l'a un peu oublié. 14 courses, 39 yards. Pourquoi s'entêter à lancer le ballon alors qu'on a quand même un duo de running back performant? Comment expliquer cet abandon du jeu de course alors que, ok, les Packers, on sait, c'est quand même une défense redoutable contre le jeu au sol, mais pourquoi ne pas garder autant le ballon, surtout que si c'est pour faire une attaque aérienne un peu poussive malgré les statistiques. Ouais, bah, Mike McDaniel finalement a très peu fait confiance à son jeu au sol. Bon, c'est sûr qu'il y a très vite 14-0 pour les Packers. Il veut peut-être vite revenir dans le match. Il fait un drive avec beaucoup de passes et finalement ça score toujours pas. Il se retrouve un peu enfermé dans cette idée de revenir vite. Et finalement ça revient jamais. Les Packers continuent à creuser l'écart et quand on est rendu à plus de 20 points d'écart, bah, il est trop tard pour remettre vraiment beaucoup de jeux au sol. C'est dommage parce que Devon Achane est plutôt en forme en ce moment. On l'utilise pas. Bon, c'est peut-être ça au final qui a manqué. Il aurait peut-être dû encore insister à 14-0 sur le jeu au sol et voir ce qui pouvait arriver plutôt que déjà de se lancer à plein dans le bras de Tua Tagovailoa. Surtout qu'ils ne sont pas aidés par les équipes spéciales qui font un fumble dès le premier jeu du match. Voilà, donc ça n'aide pas forcément. Du côté des Packers, Jordan Love, 21 sur 28, 214 yards, 2 touchdowns. C'était plus équilibré, ça, on le savait d'avance. Mais cette équipe des Packers, mine de rien, là, 9 victoires, 3 défaites dans cette NFC Nord très, très compétitive, on va dire à 3, hein, parce qu'on va exclure les Bears, clairement. Ils risquent d'être une équipe vraiment pas facile à jouer, que ce soit en saison régulière, voire en playoff. Ouais, bah personne, je pense, veut tomber contre cette équipe des Packers qui se retrouve très bizarrement troisième d'une division avec un bilan largement supérieur à des équipes qui vont gagner tranquillement leur division de leur côté. C'est c'est quand même assez spécial. Coucou la NFC West. Par exemple. Mais oui, c'est une équipe très bonne, très équilibrée. Je trouve que Jordan Love sort finalement un de ses meilleurs matchs de la saison, en tout cas depuis son retour de blessure. Très équilibré, il cible trois receveurs à plus de 60 yards, ce qui est quand même très très fort aussi. Voilà, c'est une équipe qui marche bien, c'est une équipe qui a eu des bons apports à l'intersaison, qui est équilibrée aussi défensivement, pas que offensivement. Et oui, c'est un sacré poil à gratter à prendre en playoff. Ouais, Jaden Reed. Et pourtant, alors tu as cité les trois receveurs à plus de 60 yards. Ce sont même pas les trois qui ont mis des touchdowns. C'est Jaden Reed qui a mis les 2 touchdowns, 3 réceptions, 24 yards, 2 touchdowns. Juste en attaque, Tucker Craft, là, le Tyen, il s'impose comme le numéro 1. Clairement, là, on a une nouvelle vague des Tyens, en plus des anciens
qui commence à reprendre du poil de la bête. Là, cette saison, les Titans, on va peut-être en parler dans une autre émission, mais ça redevient à la mode. Ouais, c'est un peu drôle. Ils étaient très critiqués en début de saison. Il y avait très peu de tight end productifs. Et puis, plus la saison avance, plus c'est très, très costaud. Tucker Kraft en tête. Donc, c'est intéressant. Ce poste est en pleine mutation depuis quelques années. Et il y a de plus en plus de très bons joueurs et de grosses stars à ce poste. Donc, c'est cool à voir. Et puis aussi, on a une défense qui a été une nouvelle fois très très bonne avec notamment des pressions de Quay Walker, linebacker, qui commence à prendre un peu plus voilà, d'ampleur dans cette défense. Lucas Van Ness a encore fait un sac, Kingsley Enagbare également. On voit aussi que ces jeunes qui montent sur le pass rush, on a échangé Preston Smith il y a quelques semaines. Donc, je crois qu'il est parti aux Bears ou aux Vikings, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est plus là. Et on voit des jeunes émerger. Et une nouvelle fois, ça prouve que le coaching staff des Packers fait confiance à cette équipe, mais vraiment très jeune et qui arrive à s'entendre. Ouais, exactement. Il y a eu, comme je l'ai dit, un ou deux bons apports de Mm. vétérans. Et puis, voilà, tu l'as pas mentionné, mais aussi Isaiah McDuffie qui fait un Mm. excellent match face aux Mm. Dolphins. Voilà, c'est vraiment une défense bien équilibrée, finalement peu de stars, mais ça performe. Il y a des bons joueurs sur chaque ligne et ils sont vraiment pas faciles à manier. Ouais, puis peut-être à penser à mettre, ça va peut-être faire réagir notre ami Alexandre Locke de la rédaction, mais Matt Lafleur en tant qu'entraîneur de l'année, il pourrait être cité, pourquoi pas parmi les nommés. Mais voilà, après 13 semaines de saison régulière, clairement les Packers m'impressionnent, clairement, et je pense que c'est une équipe vraiment qui va être très très dure à battre, que ce soit en playoff ou pour le reste de la saison régulière. Et puis enfin, parce qu'on a un quatrième match, Kevin a débriefé, c'était lors du Black Friday, le Black Friday Week, voilà, qu'on appelle aussi, dans cette période de Thanksgiving. Voilà, c'est le match donc entre les Chiefs et les Raiders. Un tout petit Kansas City s'en sort par miracle. Le titre du résumé d'Alexandre Locke. Clairement, oui, Kevin, miracle, c'est vraiment le mot qu'il faut qualifier pour déterminer cette victoire des Chiefs. Oui, certaines mauvaises langues diront que le script avait encore décidé que c'était les Chiefs qui devaient gagner ce match. Tellement il passe encore par un trou de souris, une espèce de pénalité où on laisse quand même l'avantage du jeu Mhm. après pour leur permettre de récupérer le ballon qui leur donne la victoire. C'est vraiment très étriqué certaines victoires des Chiefs cette saison. Bon, ils sont à 11 victoires en 12 matchs. Mais ouais, sur ce match-là, pas grand-chose. On se demande en fait où va cette équipe et à quel point il faut accorder de l'importance au bilan par rapport à ce qu'on voit sur le terrain et l'impression visuelle, autant de Patrick Mahomes que des Chiefs en général. Bon, ça gagne, ça va aller en playoff, ça va sûrement prendre aussi le first seed du côté de l'AFC. On verra en Mhm. playoff. Alors, on va décortiquer cette victoire en plusieurs aspects. On va d'abord commencer par l'attaque. Patrick Mahomes a des statistiques très moyennes, on va dire. 26 sur 46, 306 yards, un touchdown. Bon, c'est pas le pire, mais pour un quarterback de ce calibre, on a le droit d'en attendre mieux, clairement. Mais on a aussi un jeu au sol, mais comme les Miami Dolphins il y a quelques temps, mais complètement à l'abandon. 16 courses seulement, 63 yards seulement. Le plan de jeu d'Andy Reid, là, et avec McNaghy, donc qui a été cité par Tars Welder, est-ce que ça ne devient pas un problème sérieux pour les playoffs, nous dit Tars Welder sur le chat? Ouais, on dirait qu'Andy Reid s'est un petit peu perdu sur ce match. Alors, faire lancer Patrick Mahomes 46 fois sans jamais vraiment être mené, c'est quand même très surprenant de la part d'Andy Reid, qui en plus avait un jeu au sol bien installé avec Karim Hunt. On dirait que le retour d'Isaiah Pacheco a un peu mis le doute dans sa tête. Il savait pas trop lequel utiliser finalement. Il a pas vraiment utilisé aucun des deux. Cette course chacun, c'est quand même très très faible. Et oui, il a l'air perdu en ce moment. Alors il reste quand même 5 matchs encore pour se remettre la tête à l'endroit. Mais ouais, on se demande encore où va Andy Reid avec ce plan de jeu. On sent, tu vois, qu'il essaye de, je sais pas, de chercher des réponses, on va dire, à des plans de jeu. Soit il dit pour les prochaines semaines, ça ne fonctionne pas. Soit il dit, ah bah ça finalement,
on l'abandonne, mais on va quand même essayer pour les prochaines semaines de saison régulière, on verra bien. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui fait gagner les Chiefs, bah, c'est la défense et cette pénalité, effectivement, cette décision arbitrale, pour moi, je trouve un peu controversée parce que finalement, si la pénalité est un faux départ, eh ben, le match n'est pas fini et les Raiders ont une chance de gagner parce qu'ils pouvaient mettre les 3 points de le field goal de la victoire. Après, je me demande s'ils étaient un peu loin pour taper le field goal. Mais cette défense, une nouvelle fois, elle était solide avec un Chris Jones qui a retrouvé un peu de sa superbe et un Nick Bolton en leader de défense. Ouais, une défense solide. Bon, c'est un peu le dénominateur commun des matchs des Chiefs cette saison. C'est très très solide. Il y a des excellents joueurs à peu près sur chaque ligne. Mais quand même, on a vu des moments où ils ont quand même craqué sur des longues passes de Aidan O'Connell qui a réussi à les surprendre, notamment avec Jacoby Myers. Que Mm. voilà, on sent qu'ils sont quand même moins solides, même défensivement, que sur la première partie de saison. Alors, les Chiefs menaient 16-3 et après, les Raiders se sont réveillés. Aidan O'Connell, 2335, 340 yards, 2 touchdowns, mais surtout, on a vu peut-être plus qu'une révélation, c'est même une confirmation en attaque. Brock Bowers est un receveur numéro 1, Kevin. Ouais, Brock Bowers, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Bon, il est un peu utilisé à toutes les sauces dans cette attaque et à juste titre, puisqu'elle manque quand même de solutions et de stars. Mais qu'est-ce qu'il a été impressionnant, et 10 réceptions, 140 yards, un touchdown pour un tight end rookie, on, on- on tape dans les performances d'exception pour des joueurs rookies. Ouais. Ouais, Brock Bowers, alors cette saison, Brock Bowers, je vais retrouver la stat en tout cas, ouais, c'est 84 réceptions, 884 yards, donc 4 touchdowns. Voilà, une première saison, voire plus de milliards, et alors qu'il reste 6 matchs. C'est assez impressionnant. En tout cas, en attaque, on a vu un très bon Aidan O'Connell malgré cette bourde de la part de son centre, Jackson Powers Johnson, et qui cause le fumble de fin de match. Mais il n'y a pas que l'attaque qui a brillé, paradoxalement, il y a aussi la défense qui a mis 18 pressions sur Patrick Mahomes, qui est quand même énorme, et avec en chef de file un Max Crosby et même un Kevin Chaisson, ce duo-là de pass rusher inattendu et qui a fait plus que le job, qui m'a même impressionné. Ouais, bah Max Crosby qui prend de plus en plus d'importance et qui s'impose encore une fois comme un des tout meilleurs pass rushers de cette ligue. Et ouais, Clavon Chaisson à côté qui ramasse les miettes et qui profite aussi de cette omnipotence de Max Crosby pour performer. Et ouais, cette ligne offensive des Chiefs, puisqu'il n'a jamais semblé trouver la solution pour protéger son Mm. quarterback. Ouais, cette ligne offensive des Chiefs, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais elle inquiète un peu. Le tackle gauche, Wanya Morris, je sais pas ce que tu en as pensé de sa prestation, mais c'était pas loin du néant, on va dire, comme si c'était une boule qui bougeait, mais après tu pouvais la contourner comme tu voulais. Voilà, comme un agent de sécurité qui faisait pas grand-chose. Mais de toute façon, cette ligne offensive, en tout cas les deux tackles, c'est un vrai problème du côté des Chiefs. Euh, Quelle est la solution finalement pour Andy Reid pour résoudre ce problème de tackle? Bah, à ce stade de la saison, à part croiser les doigts et tenter de trouver des solutions pour les aider sur des schémas particuliers, ça va être très compliqué. C'est sûr que là, il faut absolument faire mieux sur la protection. Parce que voilà, si demain matin Patrick Mahomes se blesse, la saison des Chiefs c'est terminé. Il y a aucun autre quarterback qui va pouvoir faire gagner cette équipe des Chiefs, je pense. Donc, faut vraiment réussir à le protéger mieux que ça. Ouais, mais réussir à protéger, tel Mahomes lancer un peu plus vite le ballon, trouver des coureurs qui attrapent la balle, pardon. Voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette attaque du Chiefs, mais pourtant ils sont 11 victoires, une défaite. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à 11 victoires, une défaite à ce stade de la saison et les Chiefs l'ont réussi. En tout cas, ils sont leaders de l'AFC et on ne voit pas vraiment quelle équipe pourrait leur contester leur leadership, à part peut-être une équipe de l'AFC Nord, notamment ou alors les Buffalo Bills, peut-être, en AFC Est, qui peuvent aussi contester cette première place. Merci à Sparrow Wakal 75 pour l'abonnement de niveau 1, son 14e mois d'abonnement. En tout cas, merci beaucoup, Kevin, pour ce débrief
donc de Thanksgiving, les 4 matchs qui se sont déroulés pour débuter la semaine numéro 13. On va passer désormais, Kevin, à notre thème de la semaine, un thème assez nouveau dans le fauteuil, puisqu'on va faire un peu une thématique, donc un peu hors série. On a des hors séries dans le fauteuil pour les statistiques, on a des hors séries le fauteuil pour les maillots notamment. Et ben là, on a un hors série qui concerne les équipes qui ont fait des mauvaises intersaisons. Et on va essayer de faire un petit retour vers le futur. On va se comporter comme Marty McFly et Doc, voilà, Kevin, clairement, pour ce thème de la semaine. Et on va parler donc des New York Giants parce que la situation des Giants, clairement, Kevin, elle n'est pas évidente, elle est même catastrophique. On a un peu parlé lors du résumé, mais là, on va parler en détail. Comment vois-tu le futur? Est-ce que Brian Double va être limogé à la fin de la saison? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le départ de Brian Dabol. Moi, je suis vraiment pas de cet avis. Je trouve il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Je trouve que c'est pas mauvais malgré tout. Alors, plus la saison avance, plus c'est compliqué pour lui, forcément. Mais voilà, on parle d'un coach qui a déjà réalisé de belles choses, notamment sa première saison avec les Giants. Et moi, je lui donnerais quand même une chance avec une bonne intersaison l'année prochaine, essayer de renforcer cette ligne, peut-être trouver un quarterback. Et je pense qu'il y a quand même encore des armes pour performer et progresser assez vite dans cette équipe. Malgré tout, il a peut-être perdu le vestiaire, Brian Dabble. Tout le monde dit ça en tout cas, mais après, on n'est pas forcément dans les coulisses. Alors, nous, ce qu'on va faire, donc, Kevin, on va pas parler du présent et on va faire un petit flashback dans le passé. On va aller en 2019, on va mettre une date, enfin un mois et une année. On va commencer par le mois de mars 2019 et la Free Agency. Les Giants avaient, dans les faits, fait un échange pour Odell Beckham Jr. Pour ceux qui s'en souviennent, Odell Beckham Jr. a été échangé avec Olivier Vernon, contre Jabril Peppers et Kevin Zeitler. Voilà, et un premier tour de draft également. Donc, la draft 2019, on y reviendra tout à l'heure. Déjà, alors, Kevin, on est à côté de Dave Gettleman pour la Free Agency. On a cette offre de Cleveland sous la main. Est-ce qu'on l'accepte? Eh ben non, puisqu'on on refait l'histoire, on garde Odell Beckham, on essaye de le conserver et de continuer à construire sur lui. C'est un des trois meilleurs receveurs de la ligue à ce moment-là. Il a 26 ans, il sort d'une saison à milliard. On continue à construire sur lui. Ouais, 26 ans, ça fait 4 années qu'il est aux Giants, 77 réceptions, 1052 yards, 6 touchdowns. On a Sterling Shepard qui n'est qu'un deuxième année à l'époque, 66 réceptions, 872 yards, 4 touchdowns. Donc, on le conserve. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait, Kevin, vu qu'on le conserve? Est-ce que lors de la free agency, il faut qu'on fasse autrement? C'est-à-dire, on a Eli Manning qui a 37 ans, qui commence un peu à décliner, 4299 yards, 21 touchdowns, 11 interceptions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher un quarterback finalement à la free agency ou alors on continue à rester à la draft 2019? Écoute, en regardant la draft qui arrive, à part Kyler Murray en début de draft, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, il n'y a pas vraiment de grands quarterbacks qui se présentent. Donc, je pense que la stratégie aurait pu être intéressante d'aller chercher un vétéran, sachant que l'année prochaine, il y a du Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert qui va pouvoir arriver. Et voilà, sur cette free agency, il y a quand même certains quarterbacks vétérans intéressants. Et en premier lieu, je pense qu'un bon quarterback pour faire une ou deux saisons en tant que titulaire dans cette équipe, ça aurait pu être Ryan Fitzpatrick, justement. Le quarterback donc des Buccaneers, des Buccaneers, oui c'est ça, des Buccaneers à l'époque, Ouais. Ryan Fitzpatrick, qui a à l'époque 36 ans. Bon, ok, il a quasiment le même âge que Eli Manning, mais il a prouvé que sur ou deux, voire trois matchs NFL et qui pouvait faire gagner les équipes. Alors, petite anecdote, parce que tu as cité Justin Herbert, il faut savoir que Justin Herbert était éligible à cette draft-là, C'est 2019, vrai. mais il est retourné en université à ce moment-là. Donc, ok, il y avait Nick Foles, il y avait Teddy Bridgewater, il y avait Tyrod Taylor, il y avait Blake Bortles également
comme quarterback éligible. Il y avait Mike Glennon également, tu avais Sam Bradford également, tu avais Colin Kaepernick également, mais qui a été empêtré dans des histoires un peu louches sur fond de Black Lives Matter. Donc Ryan Fitzpatrick, le quarterback des Buccaneers, qu'est-ce qu'il aurait apporté aux Giants? Un peu plus de concurrence pour Eli Manning, mais au moins une saison. On savait que finalement la saison allait être dans le négatif avec Pat Shurmur, l'entraîneur qui était un entraîneur offensif. Oui, bah probablement qu'il n'aurait pas performé comme Eli Manning la saison précédente, qui sort une saison à 4300 yards, de 21 touchdowns. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Saquon Barkley rentrait en deuxième année, Odell Beckham était encore là, Sterling Shepard, Evan Engram aussi qui Mm. commençait tout juste sa carrière. Il y avait quand même une attaque intéressante pour s'amuser pour Ryan Fitzpatrick. Et ouais, je pense qu'il aurait pu faire une saison honnête et permettre aux Giants de continuer leur construction avec leur jeune ossature offensive. Ouais, c'est vrai que l'attaque, elle ressemble peut-être à celle de cette année, finalement, du côté des Giants, avec un running back, avec un receveur à l'extérieur, avec un tight end. Après, ce qui était un peu problématique, c'est une ligne offensive, voilà, avec un Nate Solder qui n'était pas forcément terrible, mais qui pouvait s'améliorer dans la protection de passe. Mais voilà, malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ouais, mais voilà, avec ce scénario, est-ce qu'on aurait fait un bilan de 6 victoires, 10 défaites en saison 2019? Ou alors ce serait un peu moins, mais au moins on aurait une meilleure place à la draft. Ouais, c'est ça. Il y avait quand même une draft encore plus intéressante pour l'année suivante. Et ouais, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs à faire progresser. Et c'est toujours intéressant de pouvoir conserver un quarterback vétéran. Avant, pourquoi pas de faire rentrer un jeune quarterback dans une attaque qui fonctionne déjà bien et dans lesquelles il a juste finalement à se glisser dans des chaussons déjà bien confortables et performer. Alors, maintenant, malheureusement, on n'a pas réussi notre mission d'avoir réparé ça. Voilà, en mars 2019. Malheureusement, il y a eu il y a eu l'échange pour Odell Beckham Jr. Voilà, on a Jabril Peppers qui est arrivé. On a Kevin Zeitler qui arrive pour renforcer la ligne. On a aussi le départ d'Oliver Vernon qui était le meilleur pass rusher du côté des Giants, 7 sacs. C'est en 2018, pardon, ouais, je vais y arriver. Et on est à la draft, donc 2019. On est à cette draft, donc en avril 2019. On est à côté du manager général à l'époque, Dave Gettleman. Alors, on est au sixième choix. Voilà. On a les joueurs suivants qui sont partis. Kyler Murray. On a également Nick Bossa. Voilà, c'est la draft qui est affichée à l'écran. On a Quinnen Williams. On a Clelin Ferrell et on a Devin White qui sont partis. Là, on est au sixième choix. Bon, là, dans les faits, c'est Daniel Jones, mais on est à côté de Dave Gettleman. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un quarterback qui est toujours là, Eli Manning, et on a tradé Odell Beckham Jr. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer, voilà, de solidifier l'effectif? Est-ce que le poste de quarterback était un besoin prioritaire à ce moment-là? Bah, finalement, pas tant que ça, puisqu'on avait aussi d'autres trous dans cette équipe. Et à juste titre, je pense que le joueur qui était choisi juste après Daniel Jones, dans les faits, un certain Josh Hines-Allen du côté des Jaguars, aurait pu vraiment bonifier cette défense des Giants et leur permettre finalement aussi de construire des choses intéressantes. Josh Allen, et c'est vrai que voilà, Josh Allen était dispo. Il n'y avait pas forcément de pass rusher, effectivement, après le départ de Lever Vernon. C'était un besoin. Et donc, avec cette sélection de Josh Allen, clairement, tu penses que cette défense serait améliorée? Voilà, oui, mais à quel point? Bah, à quel point voilà, c'est sûr que il n'y avait pas grand-chose encore dans cette défense. Ça aurait été un premier maillon intéressant à apporter pour commencer à construire des choses autour de la jeunesse. C'est sûr qu'il aurait fallu d'autres recrues et dans les drafts des 2 années suivantes, continuer à construire là-dessus. Mais voilà, ça aurait quand même apporté un premier maillon très intéressant pour construire. Alors après, on va descendre un peu plus bas parce qu'après, on est au 17e choix. On va dire qu'on a pris Josh Allen, le pass rusher. On a ce premier tour de draft, voilà, avec le trade de Odell Beckham Jr. Et là, en 17e choix, on a un defensive tackle qui est pris avec Dexter Lawrence. Bon, voilà, Dexter Lawrence,
il s'avère que maintenant, c'est un des meilleurs joueurs des Giants. Mais voilà, on a pris un pass rusher. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'on aurait pris plus un joueur d'attaque ou encore on aurait continué en défense parce qu'on a aussi le poste de cornerback qui était également prioritaire de ce côté-là. Ouais, bah, je pense que Dexter Lawrence, c'était quand même un excellent choix à ce moment-là. Et puis la suite leur donne finalement raison. Voilà, trois choix au-dessus, il y avait aussi un Chris Lindstrom en garde droit qui aurait pu être intéressant pour grappiller quelques choix et monter parce qu'il y avait vraiment personne à ce poste-là cette Hmm. année-là du côté des Giants. Toujours au poste de defensive tackle, juste après, il y a aussi Jeffrey Simons qui aurait pu être un choix également intéressant. Donc bon, ils se sont pas trompés, mais voilà, il y avait aussi d'autres choix qui auraient pu être sympas. Ouais, Jeffrey Simmons qui à l'époque était blessé, donc c'est pour ça qu'il est descendu. Mhm. Mais bon, il aurait pu être pris en 17e choix. C'était vraiment un joueur incroyable en université, voilà pour faire un peu la parenthèse NCAA. Clairement, cette draft 2019, on va en parler parce qu'il n'y a pas que les Giants qui se sont foirés, entre guillemets, dans cette draft 2019. Il y a également, alors là, je vois plus Kevin, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un Ouais, petit, euh, petit problème. Bon, on va le une de- récupérer plus tard, mais voilà, bon là, je me vois en double maintenant, clairement. Mais ouais, en tout cas, il y a d'autres équipes qui qui ont fait une intersaison 2019 assez catastrophique, on va dire. Et on aura l'occasion d'en parler. Il y a d'autres intersaisons qu'on va en parler et c'est en fonction de l'actualité. Mais en tout cas, le but, c'était vraiment de faire une reconstitution de l'intersaison 2019 des Giants. Et bah, j'avais une dernière question à poser à Kevin d'ailleurs sur si on avait fait ce scénario à la draft. Je ne sais pas s'il m'entend encore, Kevin, ouais, je t'entends, hein. C'est juste qu'il y a la si, caméra. ouais, mais si en 2019, on a donc cette draft qui arrive avec donc Josh Allen et Dexter Lawrence en défense. Pour les tours suivants, on tourne sur l'attaque et notamment des receveurs comme Debo Samuel et Jay Brown qui étaient disponibles à ce moment-là. Ouais, effectivement, il y avait quand même des bonnes options au niveau du poste de receveur pour encore booster ce poste. Que finalement, qu'Odell Beckham parte ou ne parte pas, il y avait quand même des choses intéressantes à faire pour un poste de receveur numéro 2 si Odell Beckham était encore là. Voilà, tu Mm, l'as dit, hein, AJ Brown, Terry McLaurin, Debo Samuel, DK Metcalf, mm. il y avait toute une flopée de grands receveurs. Ouais. Et dans les faits, bah, les Giants n'ont pris aucun receveur. Et ouais, et dire si c'est là. Je crois qu'il y avait Darius Slayton peut-être qui a été pris, mais je crois que c'était la draft suivante. Mais il y a d'autres équipes, en tout cas, autres que les Giants, qui ont fait une intersaison assez catastrophique. Je vois que Torsi B spoil la prochaine équipe. Je pense qu'effectivement, les Raiders sont un des candidats pour pour une future série Retour vers le futur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'équipe des Giants et sur une intersaison 2019 qui a vraiment fait que les Giants aujourd'hui sont dans cette situation, voilà, en 2024. Et voilà, avec Daniel Jones qui est coupé maintenant, c'était assez difficile de retrouver du succès, on va dire, après cette intersaison assez catastrophique du côté de New York. Voilà donc pour le thème de la semaine. Kevin, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur le thème de la semaine, mais pour moi, on Non, a c'est fait le parfait. tour. Parfait. Et on retrouve Kevin Renaudet. D'ailleurs, Kevin, je ne sais pas si Camille peut l'afficher. Voilà, on l'a retrouvé. Ça y est, la caméra est de retour avec des très jolis maillots juste derrière parce que Kevin, on va passer à notre chronique Paris en ligne avec notre partenaire de Paris en ligne, Unibet. Alors, déjà, on va afficher le site internet voilà, de Unibet et on va commencer avec les cotes simples. On va aller du côté. Alors, déjà, la semaine dernière, Kevin, c'était un 3 sur 3 dans les cotes simples. On reprend un peu de notre superbe. Effectivement, et après 2 petites semaines compliquées, on retrouve la colonne des victoires. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, on a un petit bonus dans cette rubrique Paris en ligne. Donc, restez bien connectés et écoutez bien nos conseils avec Unibet et Kevin, donc, qui va commencer par les codes simples. Donc, bah, le match sur M6 Plus n'y échappe pas. Effectivement, on commence par ça avec
une victoire des Chargers face à des Falcons qu'on sent un peu coup-ci coup-ça, hein. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Les Chargers, ils sont quand même une équipe difficile à manier et qui défendent très bien. Donc, on les voit bien s'imposer avec cette belle cote. Ouais, 1,79, la cote des Chargers. Pour la suite, direction la NFC Nord. Ouais, la NFC Nord avec les Vikings qu'on voit bien s'imposer face à des Cardinals, donc qui jouent encore la victoire dans cette NFC West, mais voilà, les Vikings sont quand même un très gros morceau cette année. Voilà, donc les Vikings qui a une cote à 1,51. Et pour terminer, les Colts qui se déplacent aux Patriots et tu vois bien Anthony Richardson prendre le dessus sur Drake May, si j'ai bien compris. Ouais, les Patriots un peu moribonds là pour cette fin de saison. C'est sûr qu'on est très très loin du Tom Brady Peyton Manning d'il y a quelques années dans cette affiche. Ah ouais, bah, ils en Euh, ont parlé lors de la preview. Normalement, il y a quelques années, là, c'était l'affiche de la semaine, un match un dimanche soir et tout. Mais ouais, là, c'est un match à 19h, c'est quand même un peu triste. c'est ça. Mais en tout cas, les Colts qui jouent encore une petite chance de playoff devraient pouvoir s'imposer face à ces Patriots. Donc avec tout ça, une cote à 1,68 pour les Colts, celle à 1,51 des Vikings et celle des Chargers à 1,79. Et si on mise 5 euros, on a des gains à 23 euros. Voilà, 22,70. Voilà, c'est très très bien. Voilà, pour gagner de l'argent, voilà, avec ces cotes simples. Voilà, de toute façon, vous les avez déjà gagnés, ces 23 euros, voilà, avec la sélection. De ces trois équipes. Maintenant, ma partie préférée de cette section Paris en ligne, c'est la partie YOLO. Bon, on n'a pas trop de réussite sur les parties YOLO, donc clairement, on va peut-être être moins enthousiaste, on va dire, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Clairement, pour le combiné YOLO, là, il y avait du choix. Il y avait du choix. Mais l'AFC Nord est une jolie direction pour entamer ce combiné YOLO, Kevin. Ouais, un beau terrain de jeu avec des matchs indécis. Et qui dit match indécis dit des grosses cotes pour l'équipe qui peut créer la surprise. J'ai commencé avec une victoire des Steelers qui enfoncent quasiment définitivement les Bengals et leurs espoirs de playoff. Voilà, la cote est plutôt jolie pour une équipe des Steelers qui fait une belle saison. Victoire aussi des Saints face aux Rams, qui les enterrent aussi un petit peu dans cette NFC West. Et puis, j'ai terminé avec le match au sommet de ces matchs de 22 heures avec une victoire des Eagles face aux Ravens. Ouais, alors là, j'étais en train de regarder les paris que nous plaçons et clairement, les Philadelphia Eagles à 2,18 face aux Baltimore Ravens à 1,61. Ouh. Ouais, c'est un peu étonnant là, non? Ouais, c'est un peu étonnant. Bon, c'est le duel au sommet des deux meilleurs running backs de la saison. Lequel va prendre Mhm. l'avantage sur l'autre? Pourquoi pas Saquon Barkley qui est incroyable en ce moment. Ouais, mais je sais pas, c'est quand même déséquilibré, je trouve. En tout cas, au niveau de la cote, hein, donc ça Ouais. m'étonne beaucoup. C'est Parce que vraiment les étonnant, ouais. Eagles, en plus d'une attaque au sol, ils ont aussi une attaque aérienne pour moi. Donc, est-ce que c'est plus la comparaison Lamar Jackson, Jalen Hurts qui a l'avantage effectivement du numéro 8 des Ravens qui fait basculer la Il y a tendance en le faveur des phénomène de Ravens? l'équipe qui joue à domicile aussi. Quand le match est très serré, l'équipe à domicile devient automatiquement bien favorite. Mhm. Donc, mais bon, Ouais, c'est le ouais, genre de ouais. bon plan que les parieurs aiment bien, justement. Une équipe très Mhm. forte avec une grosse cote. Ouais, ouais, je sais pas, ouais, j'avoue que c'est un peu étonnant. Mais pareil d'ailleurs pour les Steelers, chez les Mhm. Bengals de Cincinnati, la cote à 2,25 est assez étonnant. Alors oui, les Bengals, ils ont une superbe attaque et tout, mais alors peut-être que Unibet n'a pas vu la défense, parce que clairement, c'est un peu une défense en gruyère. Et les Steelers, clairement, ils ont une belle défense, et pourtant la cote est quand même assez élevée. Ouais, c'est vraiment surprenant. Il y a aussi un petit bon plan dans ce match, c'est le nombre de field goals des Steelers. On sait qu'ils en marquent 3, 4, 5. Je pense que 3 field goals, c'est à plus de 2,50 dans ce match. Ah bah tiens, C'est quand même on va très regarder. intéressant. On va faire une petite entorse sur la gland. On va regarder le nombre de field goals. Je sais pas où c'est. En tout cas, C'est vraiment plus bas, hein. Bah, c'est vraiment est-ce plus qu'il... bas. Ouais, ouais, j'ai vu là. Total de field goals. Ah oui, plus de 1,5. Ah non, ça, c'est équipe à Voilà, l'extérieur. Voilà. c'est vraiment les deux équipes, mais je sais pas si elle est Hmm. disponible juste pour une seule Non, équipe. je vois total de field goals, équipe à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est les Steelers.
Donc plus de 1,5 à 70, moins de 1,5 à 80. Bon là par contre on Voilà, va pas se mouiller. Je- plus d'1,5, c'est quand même déjà une jolie cote parce que ils le font quasiment tous les matchs. Ouais, 1,70. Donc la cote à plus de 1,5 field goal. Et par contre, total de field goal, prolongation incluse, si tu as moins de 0,5, c'est 8,90 quand même. Donc, ah ouais, ah ouais. Alors, on va voir si les field goals, à un moment, il va peut-être rentrer dans cette section, mais ouais, c'est pas mal ça. Bon, en tout cas, ouais, on va regarder, mais en tout cas, avec ces cotes-là, donc les Steelers, les Saints et les Eagles, on gagne 53 euros. Oui, là, c'est plus risqué. Effectivement, bah oui, C'est hein, sûr. c'est le but hein, de cette catégorie YOLO et le but de la catégorie 5, c'est parier, mais low risk, comme on dit. Donc, les risques vraiment calculés, comme on dit dans le jargon. Le match M6+, commenté par Alain Mattei et Raphaël Masmejean tout à l'heure, juste après le fauteuil, opposera les Atlanta Falcons aux Los Angeles Chargers. Et donc, dans cette rencontre, le jeu au sol est prioritaire, Kevin. Ouais, bah on connaît Jim Harbaugh et son goût du jeu au sol. Bah tu l'as mentionné tout à l'heure avec un Gus Edwards qui est très très sollicité en fantasy cette semaine. Euh, pourquoi pas le voir aussi marquer un touchdown dans ce match? Ouais, la cote de Gus Edwards à 2,20 d'un coup. C'est quand même une belle cote, hein, de 2,20 pour Gus Edwards, alors que je suis sûr que J.K. Dobbins c'était peut-être un peu moins, clairement. Et donc, peut-être que la cote était avant à 4 ou voire 3. Et peut-être qu'elle a baissé, mais pas de beaucoup, je trouve, Kevin, cette cote Ouais, de en Gus plus Edwards. Gus Edwards, même quand J.K. Dobbins est là, c'est plutôt un joueur qui est sollicité en red zone et qui peut marquer un touchdown de temps en temps. Donc là, avoir les coups des franches, je trouve que c'est quand même un bon plan à ce prix-là. Ok. Et le bon plan également, c'est Bijan Robinson. Donc, comme tu l'as dit, 1,65. Alors, Bijan Robinson, là, j'ai pas regardé les stats de saison, mais parfois, ça peut être un fantôme. Hein. Donc est-ce que c'est pas, est-ce que c'est risqué, même si la cote est basse? Ouais, ça peut avoir l'air d'un faux bon plan, mais quand même, Bijan Robinson, sur ses 4-5 derniers matchs, il marque beaucoup de touchdowns. Il est de plus en plus utilisé, notamment pour finir les drives. Donc non, je trouve quand même que ça reste intéressant. 6 touchdowns, 783 yards pour Bijan Robinson. Euh, Imagine en zone rouge s'il se fait voler la vedette par Tyler Algier ou Darnell Mooney parce qu'on veut voir de l'attaque aérienne et Kirk Cousins lancer le ballon. Ça se pourrait. Donc voilà, ouais. Et bah justement, en parlant de l'attaque aérienne, alors tout le monde pense qu'on va cibler un receveur extérieur, mais alors pas du tout, Kevin. On va aller vers un autre receveur, mais de quel côté? Ouais, du côté des Chargers, où j'aime bien viser un peu des cotes un peu plus hautes sur cette troisième option. Et Will Dissly, qui est plutôt bien utilisé par Justin Herbert ces dernières semaines. Il fait la meilleure saison de sa carrière, hein, depuis, c'est la première fois qu'il quitte les Seahawks et finalement il est très utilisé dans cette équipe. Et il marque pas mal, donc ça peut être intéressant. Alors, il marque pas mal, il a mis un touchdown hein, seulement cette saison, mais Non. ah oui, ouais, un peu étonnant, ouais. 4 réceptions, 80 yards, mais ouais, il commence à être un peu impliqué. C'est vrai, dans le plan de jeu des Chargers, c'est comme si Jim Harbaugh avait constaté qu'il avait un tie-in costaud durant la saison, voilà, et qu'il fallait l'utiliser. Mais oui, Will Disley, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, hein, la cote est à 3,50. C'est assez intéressant, effectivement. Je vois Quentin Johnson également à 3,10. C'est parce que je pense qu'il a les mains savonneuses, donc c'est pour ça que la cote, elle est vachement élevée, peut-être. Ouais, c'est assez problématique. En tout cas, ce qu'il a montré sur le dernier match, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, effectivement. Je vois aussi la cote de Kyle Pitts à 3,30 du côté des Falcons. En Pourquoi pas dessous aussi? de, ouais, en dessous de Ray McLeod. Ça, c'est pareil. C'est des trucs, c'est des choses que. Alors, soit je comprends pas, enfin, soit vraiment, Kyle Pitts est devenu vraiment mauvais. Enfin, ouais, non, je dis pas ça, mais clairement, c'est très haut quand même, je trouve, Kevin. Ouais, c'est aussi un bon plan. C'est quelqu'un que j'avais aussi évalué pour cette rubrique. Pourquoi pas, Kyle Hmm. Pitts, il marque une fois de temps en temps, mais c'est vrai il est rendu quasiment troisième, quatrième option offensive dans cette attaque des Falcons.
Ah, Kyle Pitts, Ray Ray McLeod qui a une meilleure cote que Kyle Pitts, c'est ça, je crois que je vais faire une photo voilà, de ça, rien que ça va rentrer dans le panthéon de la section Paris en ligne de la saison. Voilà. Kevin, merci pour les paris en ligne, toujours avec notre partenaire de paris en Bon, ligne, on a notre petit Unibet. bonus, mon cher Ah Niti. ouais, pardon! Le bonus, mince. En plus, je le dis en début de rubrique. Putain, mais mince. Mais oui, alors le bonus, effectivement, de Tu, ce match, tu, on va aller tu le teases à voilà. nos spectateurs et en plus, on leur donne pas à la fin. Ouais, ouais, on leur donne même pas. Allez, on va donner ce bonus pour ceux qui aiment prendre des risques. Le bonus concerne Justin Herbert, Kevin. Ouais, bah Unibet, depuis 2 3 semaines, nous donne sur certains matchs l'occasion de parier sur les stats des joueurs, ce qui peut être intéressant sur les yards à la réception, les yards à la course et dans ce cas-ci, les yards à la passe pour Justin Herbert. Voilà, Mhm. 246,5 cette semaine, 246,5 yards que doit dépasser Justin Herbert. Voilà, c'est quelque chose Mhm. qu'il fait quand même assez régulièrement et voilà, pourquoi pas l'imaginer le faire sur ce match. La cote est plutôt sympa aussi. Alors voilà, c'est en bas. Alors là, je vois 250,5, c'est bien ça? C'est cette Ah, elle a un petit peu section-là. augmenté. Juste avant Ouais. l'émission, elle était à 246,5. Ah d'accord, donc ça a augmenté, ok. Bon, quelle est la raison? Je ne sais pas, mais 1,76, donc c'est bien ça la cote C'est sinon? ça. Voilà, donc la cote à 1,76. Alors on ajoute ça à notre petit bonus MyBet. Et avec ça, ah ouais, on peut gagner 100 euros en regardant le match de M6 Plus avec tout ce qu'on vient de dire. Donc plus de 250 yards à la place pour Justin Herbert. Will Disley, Gus Edwards qui marque des touchdowns. Bijan Robinson également. Et avec ce petit bonus, peut-être que vous allez vous enrichir. Voilà. Et je rappelle hein, que les paris, ça reste un jeu. Donc, si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire consulter ou alors à appeler des numéros de téléphone qui sont disponibles sur le site unibet.fr également. Kevin, bah voilà, on a fait, ça y est, on a fait le tour. Voilà, Ouais. maintenant des bonus et de tous les paris en ligne. Et on va passer donc à l'avant-match donc, désormais, les 12 matchs voilà, qui nous restent pour cette saison. Voilà donc le classement. Donc, voilà, moi, je suis un peu à l'agonie en ce moment. Là, je suis cinquième. Je rentre dans le ventre mou et dans le peloton, voilà, dans cette cote hors catégorie. Donc, Raphaël toujours en tête devant Raoul et Grégory pour compléter le podium. Et là, donc, les pronostics de cette semaine. Voilà, avec donc le Falcons, Chargers, Bengals, Steelers, Vikings, Cardinals, Patriots, Colts, Jets, Seahawks, Commanders, Titans et Jaguars, Texans à 19h. Voilà, c'est bien ça. Kevin, le match que tu vas regarder en priorité à 19h, ce serait lequel pour conseiller Moi, nos auditeurs, nos spectateurs? Pardon. je suis plutôt intéressé par ce Bengal Steelers, l'opposition entre une attaque très explosive et une défense très très forte. Ça peut être vraiment intéressant de voir qui va prendre le dessus dans ce match. Ah ouais, un duel AFC Nord, donc Bengals Steelers. Alors, on voit que beaucoup de la rédaction préfère l'attaque que la défense. Alain et Raoul préfèrent la défense. Les autres préfèrent l'attaque. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais attention, l'an dernier, je crois que les Bengals avaient gagné l'an dernier. Mais après, lors du deuxième match, je crois que c'était les Steelers qui l'avaient emporté avec un grand match de Mason Rudolph. Donc, attention, donc suivez notre conseil de pas en ligne qu'on vient de dire tout à l'heure. Et puis surtout, ouais, ouais, voilà, donc les Bengals donc, qui vont affronter des Steelers en pleine confiance. Donc, et les Bengals, peut-être ça va être dur pour les playoffs, hein, je pense, Kevin. Mais les Steelers, par contre, s'ils gagnent, je pense qu'ils font un grand pas vers les playoffs en AFC. Peut-être pas pour la division, mais au moins pour les playoffs. Ouais, et puis les Bengals, ils doivent gagner tous les matchs qui restent, hein. Il y a plus trop de calculs à faire, faut tout gagner. Côté Steelers, ça semble quand même fait, même si effectivement une victoire entérinerait les choses. Alors, on va d'abord commencer par le match en 50-50 d'après les pronostics de la rédaction. C'est étonnant puisqu'il s'agit de Commanders contre les Titans du Tennessee. Les Commanders sont sur 3 défaites consécutives. Les Titans ont surpris les Texans la semaine dernière. Donc certains voient une confirmation. Moi-même, Victor, Raphaël et Raoul, Alain, Grégory, Lucas et Jean-Michel
voir un réveil des Commanders. Toi, tu vois quel scénario? Ouais, honnêtement, les Titans peuvent être intéressants, effectivement. Pourquoi pas les voir enfoncer encore un peu plus cette équipe des Commanders qui est clairement s'embourbe dans un système offensif qui semble se faner de semaine en semaine. Ah ouais, on l'a dit dans la preview, Cliff Kingsbury commence un peu à être en manque d'idées dans cette deuxième partie de saison et à voir si un renouvellement va être possible. On parle beaucoup des Cardinals là sur le chat, hein, donc on va y aller à cette rencontre, effectivement, Vikings-Cardinals, unanimité pour les Vikings au sein de la rédaction. Les Vikings pour rester dans la course en FC Nord, parce que cette NFC Nord a quand même vachement de qualité quand même cette saison. Les Cardinals qui ont pris un peu une rouste contre les Seahawks de Seattle la semaine dernière. Est-ce qu'on y croit au réveil des Cards? Bah, honnêtement, ils ont une chance. Ils ont montré des choses vraiment intéressantes cette saison. Euh, voilà, c'est sûr que tous les fans des autres équipes de NFC West sont en train de devenir des fans des Vikings dans ces matchs de 19 heures. Euh, Ouais. ceux des 49ers en tête. Mais voilà, quand même, les Vikings c'est vrai, paraissent nettement au-dessus, mais la surprise serait loin d'être usurpée. La surprise est loin d'être usurpée. Et on voit une autre unanimité, c'est les Texans donc qui se déplacent chez des Jaguars qui ont une semaine de repos. J'ai un peu parlé en début d'émission. Trevor Lawrence est de retour, mais les Texans, on a un problème avec les Texans. On en a parlé cette semaine lors de la preview. Est-ce que les Texans vont redémarrer la machine ou est-ce que les Jaguars vont se dire, allez, duel de division, il faut qu'on sorte une performance incroyable en plus devant notre public. Voilà, comment tu le vois ce duel de division? Ouais, bon, c'est vrai que les Texans ont de petits problèmes. Le rookie wall de CJ Stroud voilà, existe réellement cette saison. C'est plus compliqué pour lui. Après, voilà, les Jaguars, on part quand même de très très bas. C'est une des équipes les plus moribondes de la saison. C'est difficile de les voir avoir quelconque espoir face à ces Texans. Eh ben, très bien. On passe au match de 22 heures, Kevin. On a les Saints contre les Rams, un duel NFC West entre les Panthers et les Buccaneers, où je suis le seul à miser sur les Panthers. Voilà. Merci beaucoup. Et ce choc entre les Ravens et les Eagles, on va faire un focus dessus. Kevin, les Baltimore Ravens ont la possibilité de prendre seule la tête de l'AFC Nord. Les Eagles sont très tranquilles en NFCS. Est-ce qu'ils peuvent viser tout simplement la place de première équipe en NFC, même si les Lions sont bien au-dessus, évidemment, mais est-ce que vraiment avec une victoire contre les Ravens, ils enverraient un message? Oui, bien sûr, c'est un match qui fleure bon un éventuel Super Bowl d'ici le mois de février. Oui, clairement, il y a un message à envoyer. On sent des Lions qui ont un peu pataugé cette semaine. Bon, pourquoi pas les Eagles, ils sont finalement qu'à un match et une victoire face aux Ravens, ça envoie un sérieux message, effectivement. Qui va marquer le plus de touchdowns entre Derrick Henry et Saquon Barkley? C'est une très très bonne question. Clairement, l'enjeu de ce match des Ravens, c'est de bloquer les longues courses de Saquon Barkley qui a encore planté deux touchdowns de longue distance la semaine dernière. Mhm. Ah oui, un match incroyable contre les Rams de Los Angeles pour Saquon Barkley. Bon, est-ce que les Ravens et Roquan Smith, notamment le linebacker, vont laisser passer ça? Je pense qu'on va peut-être voir plus de jeux aériens qu'on le croit sur ce match. Je sais Ah, pas si t'es en phase avec ça, Kevin, mais clairement, je pense qu'on verra peut-être un peu plus de jeux aériens qu'on le croit. Euh, les Saints, je vois trois personnes qui ont misé sur les Saints face aux Rams de Los Angeles. Kevin, est-ce que toi, tu y crois aux Saints? oui, j'en fais partie, moi, des gens qui misent sur les Saints dans ce match-là. Voilà, les Rams ont pris un sérieux coup sur la tête face aux Eagles la semaine dernière. Les Saints vont mieux depuis le changement de coach. Pourquoi pas? C'est le genre de match qui peut vraiment tourner d'un côté comme de l'autre. Et je serais pas finalement si surpris que ça que les Saints s'en sortent. Très bien. Et bon, on va passer à un autre match qui va attirer l'attention de Kevin surtout, mais aussi sans doute de toute la NFL. Les 49ers qui se déplacent dans le froid des Buffalo Bills. Alors, attention, ce match-là, il pourrait se dérouler sous la neige.
Parce que les images du stade du Buffalo montrent un stade recouvert de neige et pas sûr que ce temps va s'arrêter lorsque le match va se dérouler. Et on a déjà eu des matchs sous la neige, donc ça peut être épique comme match, que ce soit au niveau visuel ou au niveau du terrain, Kevin. Ouais, bah c'est même entériné que ça va se passer sous la neige. Les derniers rapports météo disent qu'il va y avoir 30 à 40 centimètres de neige au sol au moment du coup d'envoi. Ça fait 2 jours hein, que les Ouh. ça fait 2 jours que la franchise des Bills embauche des volontaires. Il leur donne 30, 20 dollars de l'heure et des repas gratuits toute la journée pour déblayer la neige et essayer de faire en sorte que ce match se déroule dans les moins pires conditions possibles. Mais non, on va avoir quand même un énorme match enneigé. Et ça va être intéressant justement de voir quelle équipe peut prendre l'avantage dans ces conditions. Je vois que les Bills sont nettement favoris, ce qui est quand même normal sur la dynamique actuelle des deux équipes. Marie 12 qui dit possible qu'il soit reporté. Non. On ne reporte pas un match de foot américain à cause de la neige. Par contre, on reporte les matchs de foot Surtout pas américain à à Buffalo. cause. Ouais, surtout pas à Buffalo. On l'a vu notamment contre les Chiefs, contre les Packers également, contre les Dolphins aussi. Non, non, non. On reporte les matchs NFL lorsqu'il y a des éclairs. Donc en C'est gros, ça. tu vois, on voit pas de pluie, mais on voit des éclairs arriver, et ben le match est suspendu. Le match est suspendu parce que dans les casques, en fait, les éclairs peuvent toucher les casques et ça peut tout simplement électrocuter la cervelle d'un joueur. Et donc, c'est dangereux de jouer dans des conditions comme ça. Et donc, pour terminer, les Broncos de Denver face aux Browns de Cleveland. Bon, c'est pas la meilleure affiche de la semaine, clairement, Kevin, mais pour un Monday Night Football en guise de dessert, voilà, on est quand même servi. Avec Jameis Winston en face au rookie Bonix. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Bah, j'ai envie de dire, Jameis Winston, c'est le cinéma. Il se passe toujours quelque chose avec Jameis Winston. Bon, face à lui, quand même, une excellente défense des Broncos qui peut vraiment le limiter très très fort. Bon, c'est toujours surprenant aussi ces Broncos qui sont capables de passer 40 points une semaine et d'en marquer que 10 la semaine suivante. Bon, il y a des gros points d'interrogation sur ce match, mais ça va être un duel intéressant. Les Broncos qui sont la meilleure équipe en nombre de sacs. Et oui, ils en placent deux, notamment parmi les joueurs qui ont plus de 10 sacs, Nick Bonito et Jonathan Cooper. Donc clairement, ce sont des joueurs un peu sous-cotés, on va dire, Mhm. et qu'on n'en parle pas assez de ces jeunes pass rushers du côté des Broncos de Denver. Ah oui, jolie blague. Ira 1979, du coup les Chargers jouent jamais. Ok, ouais, voilà. Ah bah oui. Ouais, leur logo C'est vrai. électrique, c'est pas forcément le meilleur logo pour promouvoir une équipe FM, mais les Chargers existent depuis longtemps. Voilà, aussi. Donc c'est peut-être pour faire peur, qui sait. Voilà. En tout cas, on a terminé avec les affiches de la semaine 13 où tout le monde joue. Voilà, avant d'autres équipes qui vont être en semaine de repos, notamment dans la semaine 14. Je crois que ce sera la dernière semaine où il y aura des équipes pour repos, cette semaine 14 où il y aura quasiment la moitié des équipes NFL qui ne vont pas jouer. Ce seront les dernières équipes, en tout cas, qui vont le faire. Merci, Kevin, d'avoir été à mes côtés pour ce fauteuil, encore une fois, de qualité. Bah, merci Yeti, hein, toujours un plaisir. Toujours un plaisir également et probablement. Alors la semaine prochaine, non, parce que ce sera un thème, ce sera un thème Noël la semaine prochaine. Mais toujours, tu reviens quand tu veux, évidemment, pour le débrief, notamment des matchs et dans cette émission, le fauteuil. Merci à toi, Kevin. À bientôt. Merci, salut. Et on va quitter Kevin et on va passer au quiz sans plus tarder, Camille. Alors comment on va faire, Camille, pour le quiz? Je sais pas comment on fait, comment ça se passe. Alors, Tu ouais. dis les questions, je les affiche à l'écran et on essaie de voir les personnes qui répondent, juste comme les semaines précédentes. On n'a toujours pas de Ouais, moyen et ok. de faire de quiz. Ouais, toujours pas moyen QuizKit, donc je vous invite à répondre sur le chat. Toujours pas l'extension QuizKit, bon, c'est un peu dommage. Alors, on va essayer de faire vite pour les questions. Là, on est un peu en retard avant le match, notamment sur M6 Plus entre les Chargers et les Falcons. La première question est la suivante. Réponse dans le chat. Qui vient de se faire licencié de son poste d'entraîneur après le match de Thanksgiving cette saison? Est-ce Antonio Pierce, Brian Dabble, Matt Eberflus ou Mike McDaniel? Voilà, vous l'avez la question là sur l'écran. Je vois qu'il y a des gens qui dégainent direct.
Et la réponse donc est bien Matt Eberflus, DJ Starkiller, Magnepsy, Gus Horizon. Je vois que vous avez bien répondu. Non, Dark Gothic 92, ce n'est pas Brian Double qui a été limogé après son match de Thanksgiving. Deuxième question pour ces matchs de Thanksgiving, le débrief des matchs de Thanksgiving. Combien de fois les Giants et les Cowboys se sont affrontés durant leur histoire? 122, 123, 124 ou 126? Allez, encore 5 secondes. Marco 114 foot trop. Oui, c'est trop, effectivement. Et la réponse, on peut l'afficher, Camille, c'est 126. Et oui, 126. Il y a beaucoup de mauvaises réponses. Et Kevin Juju 93 qui a bien répondu. 126. Droid 214 également qui a répondu 126. Je pense qu'ils ont 2 points parce qu'ils ont bien répondu à la première question également. Troisième question. On y va. Camille, c'est parti, on peut l'afficher. Donc, qui inscrit les 2 touchdowns à la réception pour les Packers contre les Dolphins? S. Christian Watson, Jaden Reed, Josh Jacobs ou Tucker Kraft? Qui inscrit les 2 touchdowns à la réception pour les Packers contre les Dolphins? Alors, encore 10 secondes. Et la réponse était donc, Camille, Jaden Reed. Et oui, vous avez tous répondu. Jaden Reed, donc c'est très bien. 214 et Kevin Juju 93 ont bien répondu. Ce sont eux qui restent en tête. Quatrième question. Ça n'a pas été mentionné sur le chat, mais combien de field goals a manqué Daniel Carlson lors du match Raiders-Chiefs? Est-ce 1, 2, 3 ou 4? Voilà. 1, 2, 3 ou 4. Encore 5 secondes. Et la réponse, Camille, s'il te plaît, si tu veux bien. Et c'était 3. Et là, j'ai vu que Kevin Juju 93 a mal répondu. Et c'est Droid 214 qui prend la tête. Donc, 3 field goals ont été manqués par Daniel Carlson. Il était à 1 sur 4 sur ce match face aux Chiefs de Kansas City. Et enfin, dernière question, ça concerne la draft 2019 des New York Giants. Et on ne l'a pas forcément dit dans le thème de la semaine, ça va être très compliqué. En plus de Daniel Jones et Dexter Lawrence, qui était le troisième joueur appelé par les New York Giants au premier tour? Est-ce que c'est DeAndre Baker, Jonathan Abram, Rock Yassin ou Trayvon Mullen? Et je vois que tout le monde a la bonne réponse. Camille, si tu veux bien afficher, oui, confirmation, c'est bien DeAndre Baker, le cornerback qui a été appelé au premier tour, en plus de Daniel Jones et Dexter Lawrence pour cette draft 2019 des New York Giants. Je pense qu'on a un gagnant, Camille. Oui, a priori, Ouais, je vois les mêmes ouais, réponses que toi ouais, sur Druid 214. ouais. Droid 214 qui gagne ce quiz. Il a répondu bon aux 5 questions. Il ne s'est pas trompé sur la question notamment pour combien de fois les Giants et Cowboys sont affrontés durant leur histoire. Donc, Droid 214, tu gagnes ce quiz de cette semaine numéro 13 et on va te contacter tout de suite. D'ailleurs, j'ai oublié de contacter le gars la semaine dernière. Il faudrait que je le fasse aussi également pour lui donner également sa récompense. Bravo à toi, Droid 214, pour cette victoire. Il me reste quelques secondes pour vous dire merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette émission Le Fauteuil. Je rappelle que toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com et puis l'événement donc la semaine prochaine, rendez-vous le 4 décembre
mercredi soir. Ça va être affiché également sur tous les réseaux sociaux de Touchdown Actu pour la première mock draft 2025. Voilà, je serai présent. Il y aura d'autres personnes présentes, mais c'est Grégory Richard qui va animer cette première mock draft, l'occasion de découvrir les futurs prospects de la draft NFL 2025. Ce sera le mercredi 4 décembre à partir de 19h30. Donc, restez connectés sur la chaîne Twitch TD Actu. Merci beaucoup à toutes et à tous. Rendez-vous sur M6 pour le match Falcons-Chargers. Bonne chance à Alain Maté et Raphaël Mazemoujan aux commentaires. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le fauteuil pour la semaine numéro 14. À bientôt. Salut. Et j'ai oublié de dire que cette émission était sponsorisée